Bonsoir tout le monde, nous sommes mardi, c'est l'heure de retrouver l'émission Soyons Zen. Alors Soyons Zen, c'est le bien-être bien entendu sous toutes ses formes. Aujourd'hui nous allons parler permaculture. Eh bien oui, parce que ça passe aussi par l'intérieur du corps, le bien-être, et ça se voit à l'extérieur. Pour nous en parler de la permaculture, j'ai le plaisir d'accueillir Michael Dessin. Bonsoir Michael. Bonsoir Christiane. Alors la permaculture, un sujet qui est vaste, très tendance aussi, on en parle beaucoup, mais c'est pas vraiment le truc à la mode. Depuis toujours, les gens cultivent, mais certainement que la permaculture a ce petit truc en plus que la culture traditionnelle. Oui, effectivement, ça fait très très longtemps que la permaculture existe, on n'a rien inventé du tout. Non. On est simplement en train de remettre au goût du jour des concepts qui étaient du bon sens paysan de nos anciens. Et là, on est en train de les remettre au goût du jour, donc, mais avec une connaissance agronomique supplémentaire, ce qui nous permet d'aller plus loin dans les raisonnements et les interactions entre les différents éléments d'un lieu, puisque la permaculture peut être aussi bien active au niveau d'un jardin potager que dans toute autre série de compétences, je vais dire, ou de secteurs, puisque au travers de la fleur de la permaculture, on voit qu'on touche 7 grands secteurs de la vie de tous les jours, en fait. Et donc, c'est une philosophie qui provient au départ des analyses de Bill Mollison et David Holmgren en Australie dans les années 70, qui ont remis ça un petit peu sous une nouvelle forme, effectivement. D'accord. Alors toi, Michael, en fait, tu es professeur d'horticulture. Je l'étais, oui, effectivement. Voilà, donc c'est de toute façon l'amour de la terre, l'amour de faire pousser des choses. Oui, c'est depuis ma plus tendre enfance que j'ai vraiment accroché à la nature. Mon papa me disait toujours que je savais reconnaître les arbres avant de savoir, les différents arbres, le bouleau, le chêne et le hêtre, avant même de dire papa et maman. Donc, ça devait être sympa pour eux, tiens. Ouais, je crois qu'ils ne l'ont pas bien appris à ce moment-là. Mais quoique, franchement, bravo, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident d'apprendre à reconnaître effectivement les différentes espèces dans la nature. Oui, c'était bercé dedans depuis tout petit, une fibre vraiment vers la nature. On l'a dans le sang ou pas, finalement, cette fibre? Oui, en tout cas, moi, je l'ai dans le sang. Elle me guide depuis que vraiment je suis tout petit. J'avais à peine 10-12 ans que j'étais déjà en train de faire des jardins potagers et des petits jardins fleuris, en tout cas chez mes grands-parents. Je me souviens très bien de les deux familles de grands-parents où j'avais chaque fois mon petit lopin de terre. D'un côté, c'était plus les légumes et de l'autre côté, c'était plus les fleurs. Donc, pour faire plaisir à tout le monde. Voilà, exactement. Exactement. Alors après, comment est-ce qu'on passe de l'horticulture traditionnelle à la permaculture? Comment ça s'est passé pour toi? Dans mon cas, la vie a fait en sorte que j'ai fait un burn-out en 2009. J'avais préalablement acheté un terrain sur les hauteurs de Spa, à Crêpes exactement. Et selon l'enseignement agronomique que j'avais reçu à Jean Blou, les analyses de sol qui m'avaient été fournies avec des pH très bas m'indiquaient qu'il ne devait rien pousser autour de moi, enfin, d'après ce que l'agronomie m'avait dit à l'époque. Malgré tout, il y avait une diversité totalement incroyable et je me suis vraiment posé la question de savoir pourquoi ça fonctionnait comme ça. Et puis de là, j'ai fait confiance à mon intuition et je suis complètement sorti des conventions et des habitudes de fonctionnement de l'agriculture en remettant en question complètement le modèle, sans avoir de vérité bien entendu, mais ça m'a permis effectivement de travailler sur un respect du sol total. Pas d'intrants chimiques, ça c'était des bases qui étaient vraiment inéluctables, le moins d'achats possible en extérieur, de manière à ce que ma micro-ferme en fait puisse réellement tourner d'elle-même en autonomie et largement diversifiée aussi que pour pouvoir absorber n'importe quelle problématique climatique en ayant toujours dans l'idée d'avoir quelque chose à manger à la maison. Ah bah oui, parce que c'est vrai qu'en vivant en Belgique, on peut passer 4 jours, 4 saisons différentes. Oui, exactement. Donc là, effectivement, il faut que tout tienne bien le coup. Oui, surtout sur les contreforts de l'Ardenne. Oui. On est à 400 mètres d'altitude, c'est quand même relativement haut. Et donc, c'était pas du tout un endroit propice non plus à faire du maraîchage au départ. Si les anciens n'ont pas fait de culture chez nous, c'est qu'il y avait des raisons. Oui. Et malgré tout, à l'heure actuelle, avec... Il y a moyen. En fait, il y a un proverbe qui dit quand on ne sait pas que c'est impossible, on finit par le réaliser. Eh bien, dans ce cas-ci, c'était vraiment ça aussi. J'avais aucun objectif économique, aucun objectif de quoi que ce soit. Je voulais juste faire à manger pour ma famille en étant en pleine conscience avec mes légumes et aussi avec le plus sainement possible, en contrôlant la chaîne de A à Z, donc en partant de la semence jusqu'au produit fini.
Et puis, le tout l'un dans l'autre, je me suis rendu compte que ça fonctionnait. Que ça fonctionnait tellement bien que je me suis vite retrouvé dans une abondance alimentaire qui n'était pas du tout prévue au départ. Donc, c'est là que j'ai pris mon registre de commerce et que j'ai dû commencer à travailler avec un restaurateur. Enfin, pas que j'ai eu le plaisir de travailler avec ce restaurateur. D'accord, donc ça veut dire que c'est bien finalement de faire un burn-out. Ah oui, dans mon cas, ça m'a vraiment permis de changer la vie. Et puis, ce qui est magnifique dans ce cas-là, c'est que je dis souvent, l'univers conspire en notre faveur. Quand on se retrouve à la bonne place et au bon endroit, il y a d'autres portes qui s'ouvrent, il y a d'autres perspectives qui arrivent. Et ça coule de source, c'est naturel. Les ondes négatives s'effacent et les ondes positives arrivent, que ce soit au niveau humain, que ce soit au niveau professionnel. On voit vraiment un changement entre ce que l'on fait par obligation et ce qu'on fait par passion. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Quelque part, quand je t'entends parler comme ça, j'ai presque tendance à penser que la permaculture, c'est une culture spirituelle. Oui. Intimement, la spiritualité est mêlée à la permaculture. En tout cas, la permaculture n'est pas que l'approche jardinage telle que l'on la voit et qu'on la conçoit en francophonie. C'est bien plus vaste que ça, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, il y a carrément un pétale de la permaculture qui est consacré aux santé, au bien-être, à la spiritualité. Et donc, ça fait vraiment partie de la philosophie globale qu'est la permaculture et que j'invite tout le monde à découvrir parce que c'est un concept que je connaissais pas du tout quand j'ai démarré en 2009. J'ai vraiment, là, comme je te le disais, j'ai fonctionné à l'instinct. Oui. Mais par contre, en 2015, j'ai rencontré Jean-Cédric Jacquemart, ou plutôt lui est venu me rencontrer sur mon terrain, qui est le propriétaire de la ferme de Haute-Desnier, qui est devenue une école de permaculture. Et c'est là qu'en fait, oui, où j'enseigne des cours en potager 4 saisons et où on donne aussi des cours de conception en permaculture, des CCP ou des PDC. Et donc, c'est à ce moment-là que Sacha Guégan, qui était un des maîtres de recherche, un des formateurs au Bec et Loin et un des principaux instigateurs des études économiques, m'a dit en venant à la maison, mais Mickaël, tu fais de la permaculture. Et c'est là que j'ai vraiment compris qu'en fait, c'était pas spécialement un dogme ou une technique agricole telle qu'on le conçoit, mais que c'est vraiment la manière philosophique d'aborder les choses. Et dans mon cas, comme j'ai beaucoup travaillé sur mon intuition et que j'ai la chance d'avoir ce terrain qui est perdu au milieu des bois, je l'appelle le bout du monde d'ailleurs, et c'est pas pour rien, eh bien j'ai vraiment eu l'occasion de pouvoir me reconnecter à la terre. Oui. Et du coup, le choix de vie que j'ai fait aussi s'est accéléré puisque j'ai vécu pendant presque 7 ans en yourte, sans raccordement en eau, sans électricité. Et donc, c'est très rude, c'est très dur. Heureusement, mon ex-compagne avait un habitat sur lequel je pouvais aller prendre de temps en temps une douche et recharger le GSM. Ça fait du bien. Voilà, c'est vrai qu'il faut moins se laver, moins prendre d'eau, mais de temps en temps, après un gros effort de maraîchage toute la journée, ça fait du bien, c'est clair et net. Et donc, cet isolement volontaire, cette décroissance volontaire a été aussi une grosse possibilité de me reconnecter au spirituel, comme tu le disais, c'est à ça que je voulais en venir. C'est que le retour à la nature, même ne fût-ce qu'une promenade dans les bois, permet de lâcher énormément de problématiques et énormément de soucis qu'on a sur le quotidien et qui nous pèsent sur la tête. Faire taire le petit singe, comme on dit toujours, toujours le petit singe qui circule dans le cerveau et qui passe de gauche à droite. Eh bien là, cette reconnexion à la nature a permis de stopper, en tout cas de diminuer très fortement tout ça et donc de vraiment me retrouver moi-même en phase, tout à fait. Ouais. Être centré, aligné dans l'instant présent. Et c'est ça aussi pour moi la permaculture, ça fait vraiment partie globale de cette philosophie. Ouais. C'est finalement un peu une culture ancestrale, ça veut dire que nos aïeux finalement ne se posaient pas la question de savoir comment faire. Ils avaient besoin eux aussi effectivement de nourrir leur famille et comme toi je suppose qu'ils fonctionnaient à l'instinct et puis au fil des années effectivement on a introduit tout ce qui est compost avec des ingrédients dedans qui sont pas tout à fait naturels. On a toujours voulu des fruits et des légumes plus beaux parce que c'est vrai que quand on regarde les fruits, l'agriculture biologique, le fruit en lui-même ou le légume est moins beau. Hein, voilà. Enfin, je veux dire, quand on le voit, il attire moins que la pomme bien verte ou bien rouge qui reluit, mais qui est pleine de pesticides ou de choses qui ne sont pas très bonnes pour la santé. Voilà. Donc, en fait, on revient, c'est un retour en arrière, mais amélioré, comme tu le disais. C'est ça, exactement. En fait, c'est un retour au bon sens, aux bonnes pratiques. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'on va se positionner dans un retour à la charrette spécifiquement, mais on est quand même conscient aussi...
On risque clairement de se retrouver dans des situations problématiques au niveau de l'énergie globale. Voilà. Dans les quelques années qui viennent, on sait que les ressources pétrolifères sont en chute libre, on sait que les ressources de phosphate pour l'agriculture sont en chute libre. Si on prend même pour le bâtiment, les sables de Rhin diminuent aussi à des quantités hallucinantes. Oui. Les nappes d'eau sont polluées, les nappes phréatiques sont polluées ou quasiment à sec. Donc on est dans des situations extrêmement tendues, dans une société qui fonctionne sur la base de la mondialisation et où si un seul des éléments fait défaut, à un moment, tout s'enchaîne et c'est un phénomène de domino-cascade. Voilà, exactement. Et donc la permaculture, dans cette philosophie post-pétrole qu'elle aborde également, va non pas faire abstraction du pétrole pour l'instant, mais l'utiliser de façon beaucoup plus raisonnée, non pas non plus en se disant que demain il n'y en a plus, mais que demain il va coûter 3, 4, 5, 6 fois plus cher que ce qu'il est à l'heure actuelle. Et là, quand on voit la tendance économique qui est déjà extrêmement tendue pour tout le secteur de l'agriculture confondu, que ce soit l'élevage, que ce soit les légumes ou que ce soit le lait, on est tous à flux tendu. Et si on imagine ne fût-ce que 50% d'augmentation des prix du carburant qui vont se répercuter bien entendu dans toute la chaîne. Surtout, puisque tous les produits, tous les intrants que l'agriculture utilise proviennent à la base également de la chaîne pétrolifère ou sont transformés en tout cas par les chaînes énergétiques. Donc toutes les matières premières vont s'envoler en plus des prix des carburants. Alors pour des gens qui sont déjà extrêmement tendus, c'est quand même très compliqué. Il y a des sujets tabous aussi, on ne sait pas ou on dit très peu que dans l'agriculture, malheureusement, c'est pas du tout un monde très zen, on en est à des taux de suicide qui sont largement supérieurs à tous les autres métiers. On a perdu l'année passée 2 fermes en Belgique chaque jour. C'est énorme, chaque jour, c'est absolument énorme. Oui, alors les terres ne disparaissent pas, elles ne sortent pas de l'agriculture, puisqu'elles sont reprises par d'autres fermes, mais on tombe dans des structures qui sont énormes, et puis on tombe dans la dérive des fermes à 1000 vaches ou des élevages des tels usines. que ceux... Voilà, exactement. Des usines qui n'ont plus rien de sain finalement. Tout à fait. Donc voilà, si on en revient à la permaculture, j'ai un carré de terre, comme toi tu avais quand tu as commencé. Comment je dois faire? Je dois d'abord faire analyser cette terre, justement, pour savoir si elle est cultivable ou ce qu'elle pourrait m'apporter? Oui, il faut la faire cultiver, parce qu'encore une fois, il y a eu un passé sur la région liégeoise qui a été extrêmement lourd. Donc on sait qu'il y a des terres qui sont contaminées aux métaux lourds sur beaucoup de régions. Et donc quand on veut démarrer un jardin potager et qu'on veut se faire à manger sainement, la moindre des choses, enfin la chose la plus intelligente, c'est quand même de regarder sur quoi on démarre. Les taux d'arsenic, les taux de plomb sont parfois très élevés et ça, quand ça rentre dans la chaîne alimentaire, ça peut faire beaucoup plus de mal que les produits pulvérisés qu'on va trouver au magasin. Enfin, soit, ça c'est une parenthèse. Mais donc, c'est important de le savoir. Tout à fait. Donc, si on veut démarrer, effectivement, la province de Liège a un super laboratoire qui réalise des analyses pour 15 €, je pense, si ma mémoire est bonne, pour faire une analyse de sol basique, et 50 € pour les métaux lourds. Donc, c'est pas énorme au niveau des budgets. Et du coup, ça permet de pouvoir au moins bien démarrer. Donc ça, c'est la première étape. En fonction de ça, soit on cultive en pleine terre, soit on a la possibilité de créer des bacs potagers dans lesquels on va travailler en hors-sol, entre guillemets, mais en respectant des principes de biodiversité, des principes de bon respect des sols, et on va créer son sol, en fait, grâce à toute une série de techniques qui vont permettre de décomposer des matières organiques et créer un substrat où les plantes vont pouvoir s'établir et proliférer. Donc ça veut dire si mon sol à moi n'est pas du tout bon pour la culture, je peux donc faire une culture en pot avec des terres amenées d'ailleurs alors ou pas? Alors soit avec des terres amenées d'ailleurs, mais ça sous-entend en général beaucoup des manutentions lourdes. Il y a des possibilités aussi grâce au compostage, tout simplement. Tous nos déchets ménagers, à l'exception des viandes, des os et ainsi de suite, peuvent directement aller vers le compost, enfin vers ces futurs bacs de culture. On peut utiliser des matières telles que les broyats, donc ça aussi, les broyats de branches, ce qu'on appelle aussi professionnellement du BRF. Donc ce broyat va être une base de démarrage de la structure du sol, en fait, puisque les champignons vont pouvoir commencer à consommer ce bois pour le décomposer, et les champignons sont à la base, avec les bactéries, de tout ce qui va se passer après dans la création du sol. Ok, donc j'ai ça, c'est ma base. On va partir plutôt de ce côté-là plutôt que de parler du sol maintenant. Voilà. Donc j'ai ma base. Et puis quoi?
qu'est-ce que je fais avec ça? Je regarde les champignons manger le bois et puis les asticots arriver. Non, tu vas pouvoir empiler les couches. Les asticots, on ne devrait pas les voir puisque si on ne met pas de viande, il n'y aura pas d'asticots, il n'y aura pas de mouches, il n'y aura pas de putréfaction non plus. Mais donc, on va alterner les couches au fur et à mesure. Alors, on parle beaucoup de déchets verts et de déchets bruns. L'idée, c'est de pouvoir alterner ces couches de façon à ce qu'on ait un rapport final, un rapport global en carbone-azote qui soit équilibré, de façon à ce que les plantes puissent se nourrir de façon classique. Alors, ces déchets bruns et ces déchets verts, ça correspond à quoi? Ça correspond à la couleur du végétal ou la couleur de l'objet, enfin de la matière organique que l'on va apporter. Si on prend du boyat de branche, il est brun, donc ça sous-entend qu'il contient beaucoup de carbone. Si on prend des feuilles mortes, on va également retrouver beaucoup de carbone puisque toute la partie azotée, entre guillemets, aura disparu. Inversement, la partie verte va être toutes les tontes d'herbes fraîches que vous allez pouvoir récupérer, vos tontes de haies, pour autant que ce ne soit pas du if, entre autres dedans, ou des tuyas qui pourraient dégager certaines substances moins bonnes, mais toutes les haies caduques, donc avec les feuilles qui tombent en hiver, quand elles sont taillées pendant la bonne saison, après le 15 juillet, quand la nidification des oiseaux est terminée. Oui, tant qu'à voilà, faire. Exactement. Et donc ça peut être récupéré comme matière organique pour alimenter justement vos futurs bacs de culture. Donc au départ, en règle générale, c'est vrai que ça demande un gros apport énergétique parce qu'il faut pouvoir créer ces premières couches de structure. Ensuite, les champignons, les bactéries, et donc en fait, j'oublie de dire, on termine par une très fine couche de terre de 5 à 10 cm grand maximum, qui va quand même permettre d'amener ces bactéries, ces organismes vivants qui vont lancer le processus de décomposition dans toute le strate de matière organique. Si vous avez quelques vers de terre qui traînent dans le jardin, n'hésitez pas à les remettre dans votre structure. On peut voilà, quand même oui, les mettre. bien sûr, puisque le ver de terre est le travailleur infatigable, c'est le créateur de sol par excellence. De par tous ses mouvements dans ses galeries, il descend fortement en profondeur. C'est un peu technique, mais il va pouvoir créer en fait ce qu'on appelle de l'humus. Parfois, vous voyez sur le bord de la terre, on voit des espèces, enfin sur le sol, on voit des espèces de petites crottes tout entournées c'est comme le ça. ver de terre. Hein. Exactement, ce sont les turicules de vers de terre. Et ça, en fait, c'est de l'humus à l'état pur. Et donc, en fait, les vers de terre créent notre sol. Et donc, dans notre mélange, dans le bac, s'il n'y a pas de vers de terre, la décomposition va se faire naturellement grâce aux champignons et aux bactéries, mais les vers de terre vont pouvoir augmenter la rapidité du processus et mélanger les couches correctement et créer, en fait, votre sol au fur et à mesure. Mais on ne peut pas aller chercher des vers de terre qui sont dans notre sol, qui n'est pas correctement... qui n'est pas bon pour la culture, si, quand même. Pour le ver de terre, lui, oui, va le prendre. Alors l'idée, c'est évidemment de ne pas prendre de la terre polluée de votre sol pour pouvoir compléter. Mais le ver de terre, oui, là, il n'y a pas de problème. Oui, tout à fait. D'accord. C'est une question un peu idiote, mais non, qui a quand même son intérêt aussi, finalement. Exactement. Ok, d'accord, on a ça. Mais ça veut dire que ça prend quand même aussi pas mal de temps pour pouvoir créer sa base comme ça, puisque bon, puisqu'on ne peut pas ajouter les feuilles avant le 15 juillet, enfin voilà. Ou alors il faut vraiment commencer ça. Quand est-ce qu'on peut le commencer, ce bac, justement? On peut commencer ça à peu près n'importe quand. L'idée, c'est quand même de pouvoir le démarrer plutôt du côté du mois d'octobre, novembre, histoire que le processus hivernal puisse déjà avoir son efficacité sur les mélanges que l'on va faire. Ça va pas geler? Enfin, je veux dire, justement, l'hiver, ça... Si, mais c'est très bien, justement. Le gel va pouvoir continuer à déstructurer toute une série de végétaux et toute une série de cellules qui seraient encore tendres et va accélérer les processus de décomposition. Quand vous mettez, en fait, une feuille, avant d'être digérée, une feuille morte, mettons une feuille de marronnier, prenons cet exemple-là, avant d'être digérée par le ver de terre, il faudra d'abord qu'elle soit fragmentée. Parce que le ver de terre ne va pas pouvoir attaquer une feuille qui fait 5 fois sa taille ou 6 fois sa taille. C'est comme si on nous mettait devant un building de chocolat, on ne saura pas par où commencer. Si, j'y arriverai toujours, mais c'est pas grave. Et donc, notre ver de terre va pouvoir attaquer cette matière une fois qu'elle sera fragmentée. Et là, ce sont, entre autres, les limaces qui vont rentrer dans ce processus de fragmentation, plus les phénomènes physico-chimiques de gel, dégel, les froissements, les bougements, les froissements du sol ou les mouvements du sol vont aussi permettre de détruire, de briser en fait ces grosses molécules en plus petites qui, elles, alimenteront toute la vie du sol. Parce qu'on parle toujours du ver de terre, mais il y a une multitude oui. Et dont on ne connaît pratiquement rien, puisqu'on ne connaît en réalité que 10% de la vie du sol pour l'instant. Claude et Lydia Bourguignon, qui sont d'excellents microbiologistes, nous le disent régulièrement, on ne connaît strictement rien du sol.
une dizaine de pourcents, c'est le grand maximum, quoi. Ah ben, et on a encore de la matière à étudier alors. Oui, parce que ça représente, si on prend la globalité, ça représente 80% du vivant, Oh, le sol. ouais, Et on c'est n'en vrai. connaît que 10%. Ouais, comme quoi, on est encore nulle part finalement. Oui, on connaîtra peut-être plus vite Mars que le sol de notre propre planète. Ce qui est triste, hein, oui. quelque part. Ah parce oui, que c'est je pense clair. que c'est d'abord notre planète qu'il faut préserver et qu'il faut utiliser à bon escient. Oui, et petite ça- parenthèse, si on réutilisait ce budget-là à autre chose que ces recherches, il y aurait plus grand monde qui aurait faim sur Terre. Oui, ça En c'est vrai. parenthèse. Non, c'est vrai. Mais c'est important en Oui, même temps. tout Mais à fait. voilà, on va pas relancer le débat là, aujourd'hui. On va juste se concentrer Rester sur sur la la culture. perma, oui. Même si effectivement c'est un débat qui vaudrait la peine d'être étalé sur la table. Mais quand on a tout ça, mais en fait, la couche qu'on a, elle va se réduire, évidemment. Elle va se tasser au fur et à Elle va se mesure, tasser effectivement. très fort. Donc, il faut chaque fois réajouter parce qu'il faut quand même une certaine profondeur pour pouvoir cultiver, pour pouvoir planter. Oui, en général, on considère qu'une quarantaine de centimètres de profondeur de terre, c'est déjà bien pour les légumes. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a dans nos sols ardennais et on voit que clairement, ça se passe suffisant, bien quand oui. même. Oui, oui, on a des rendements qui sont équivalents, en tout cas, si pas supérieurs par les techniques de culture dans certaines productions. Parce que d'un autre côté, on souffre moins des périodes de sécheresse en altitude et sur une zone de captage, Ouais. enfin une zone très humide, qu'en pleine SB, même si là, les sols sont très profonds. Donc, et puis, on utilise toute une série de techniques de culture qui permettent aussi, justement, de continuer à créer ce sol en permanence, puisque l'idée n'est pas à chaque fois de devoir recommencer chaque année, d'accumuler 50 tonnes de Bah oui, matière. c'est ça, quoi, oui. C'est justement la progressivité et la régularité de l'apport qui va se faire. Donc on travaille effectivement beaucoup avec tout ce qui va être paillage de surface. Donc on entend par là de nouveau toutes les tontes d'herbe, et en fait plutôt que de remettre les couches en dessous, vous allez chaque fois les accumuler par le dessus. Ce que la nature fait, puisque la permaculture s'inspire de l'écosystème le plus résilient sur cette planète, c'est-à-dire la forêt. Et la forêt, qu'est-ce qu'elle fait ? Personne ne va la bêcher, Non, personne ne va jamais. la retourner. Les matières se déposent simplement au niveau du sol et c'est la vie du sol qui fait toute la dégradation et qui crée cet humus. Et on voit que c'est l'écosystème le plus résilient, en tout cas un des sols les plus agréables et les plus faciles, c'est ceux de la forêt. Lorsque vous vous promenez en forêt, vous avez l'impression de vous promener sur un matelas Oui, en réalité. c'est Alors vrai. que quand vous faites une prairie, vous êtes dans une prairie, c'est du sol dur, C'est dur. quel Tout à que fait, soit le ouais. temps. Ouais. Mhm. Comme quoi, il faut vraiment s'inspirer de tout ce que la nature nous offre, hein, Oui. pour pouvoir travailler, entre guillemets. Oui, tout à fait. Alors, une fois que cette couche est faite, donc on va enfin pouvoir cultiver. Oui. Alors, bon, il faut cultiver, mais il faut les bonnes graines. Enfin, comment ça se trouve? Parce que si, pour aller chercher des graines dans le magasin, quand on ne sait pas trop d'où elles viennent, c'est peut-être pas intéressant, alors qu'on a passé son temps, effectivement, à se faire un bac digne de ce nom. Tout à fait. Eh bien là, il y a maintenant, depuis quelques années, il y a le label bio qui effectivement est présent pour toutes les semences potagères aussi. Ça veut dire que toutes ces semences ont été cultivées selon des processus qui sont biologiques. Donc pas d'intrants chimiques, pas de pulvérisation, pas de toutes ces histoires-là. Et donc là, vous avez déjà un gage de qualité par rapport à la semence en elle-même. Si Oui. on veut pousser plus loin, il y a deux grandes catégories de semences, on va appeler ça comme ça. Il y a les semences commerciales et il y a les semences paysannes. Ces semences paysannes, la législation européenne interdit la commercialisation. C'est ce que j'allais dire, Voilà, on ne peut tout à pas fait. normalement. Non, on ne peut pas. Il y a toujours l'affaire Cocopelli qui est en cours justement par rapport à ça. Il y avait eu un premier jugement favorable qui avait été émis au mois d'octobre, septembre ou octobre, qui autorisait enfin la commercialisation et l'échange. Et puis, c'est la Cour de cassation ou un autre organisme est venu derrière supprimer toute une série d'articles qui, en fait, cassaient carrément ces autorisations. Donc, l'échange n'est pas interdit. Ça veut dire que si vous, en tant que particulier, vous faites vos propres semences, vous avez la possibilité de vous les échanger au travers de cercles horticoles, au travers de groupements passionnés par l'horticulture. Même également, il existe des bibliograines maintenant. Donc, c'est des bibliothèques qui ont mis des départements à disposition de leurs concitoyens pour de l'échange de graines. Entre autres, la commune de Jalais propose cette option-là. Ah, c'est Donc, cool, ça. et c'est pas la seule. Donc, c'est vraiment une très chouette idée.
Et si on veut démarrer, en fait, puisque c'était aussi ça le but de la question, Oui. qu'est-ce qu'on va prendre comme première semence? Eh bien, je vous conseillerais le plus possible de travailler en local, puisque c'est encore un des principes de la permaculture, c'est de faire fonctionner le local. Et pour ça, vous avez la société Cyclanterre, je crois que c'est une ASBL d'ailleurs, Cyclanterre, qui se situe ici en province de Liège, juste à la frontière, et qui produit une grosse partie de ses semences ici, sur les terres liégeoises, et donc qui va vous permettre d'avoir déjà des plants, des graines qui sont habituées aussi à notre climat, parce qu'elles ont eu une année de culture, en tout cas ici sur place. Et donc, voilà, c'est un peu l'idée, c'est d'être encore le plus local possible. Et je voulais revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi est-ce que ces graines ne peuvent pas être vendues, qui sont interdites à la vente? Pourquoi? C'est un non-sens, puisque parce que c'est trop bon pour la santé? Surtout parce que c'est disponible gratuitement et qu'il n'y a pas eu de grosses recherches scientifiques et de brevets qui ont été posés sur ces semences-là. On a aussi... Donc il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas les pépettes derrière, c'est clair. Et on se dirige de plus en plus vers un monde du vivant qui est complètement contrôlé par les entreprises, par l'agro-industrie, dans tous les secteurs. Si on prend rien que... On ne va même pas parler d'OGM qui là, forcément... c'est un non-sens en lui-même, mais on va parler des hybrides FA, qui sont des semences spécifiques en fait. Donc si vous regardez votre sachet de graines, vous aurez une indication hybride F1. Ça veut dire que si vous récupérez des semences de ce plant en cours de route, mettons une tomate que vous avez semée de ces hybrides F1, vous la cultivez, vous décidez de récupérer vos semences, et bien les semences que vous allez récupérer ne correspondront pas, ou à très peu de chance, à l'individu que vous avez cultivé. Pourquoi? Parce que ce sont des plantes des variétés qui ont été obtenues par croisement. En fait, l'industrie agroalimentaire, encore une fois, sélectionne des lignées pures, les affaiblit jusqu'à un certain point, puis les croise de manière à obtenir une génération d'une plante qui va avoir des caractéristiques extraordinaires de productivité, de qualité sanitaire, mais elle n'est pas programmée pour pouvoir continuer à reproduire le même caractère. Exactement. Et en fait, donc, ces hybrides F1, c'est elles qui prennent la place clairement maintenant sur le marché en grande partie. Tout simplement parce que comme les entreprises ont fait des recherches spéciales dessus pour arriver à ces résultats qui est une marque déposée, en gros, et bien du coup, l'investissement qu'ils ont réalisé dans cette semence, ils doivent le récupérer d'une autre manière. D'accord. Et effectivement, vu les qualités de certaines de ces hybrides F1 que nous utilisons aussi en permaculture, parce qu'il y en a certaines pour lesquelles on n'a pas le choix, parce que tout simplement, il n'existe plus les autres ou que les autres n'ont vraiment aucune qualité commerciale et que malheureusement, encore à l'heure actuelle, on doit bien payer les factures à la fin du mois. Mais oui, et qu'il faut avoir une économie et une rentabilité dans l'entreprise. À un moment, il faut aussi faire avec ce qu'on a. Et c'est un peu un des principes de la permaculture aussi, c'est d'aller au plus loin, de donner le plus loin le change et d'être le plus en valeur, en rapprochement avec l'éthique centrale, puisque je ne l'ai pas encore dit, mais l'éthique de la permaculture, c'est prendre soin de la terre et de tous les êtres qui s'y trouvent, prendre soin de l'humain et créer des communautés et partager l'abondance qui va générer de tout cela. Donc, sur ce grand principe, maintenant, on doit bien faire les choses avec le monde tel qu'on l'a. C'est-à-dire des taux de pollution qui sont énormes, des circuits économiques qui sont obligatoires, et donc on essaye de jongler comme sur votre table de mixage avec des curseurs qui ont toujours par contre pour fil conducteur cette éthique principale et dans laquelle on ne déroge pas. Et pour les différentes matières organiques dont on parlait dans les bacs, par exemple, on pourrait avoir recours à un fumier de cheval. Le fumier de cheval, si on va le chercher en manège, il n'est pas bio, ou 9 fois sur 10, parce que les animaux sont vermifugés, sont antibiotiqués. Puis on ne sait pas trop ce qu'ils mangent non plus. Voilà. Et les pailles ne le sont pas non plus, puisque les pailles proviennent de céréales qui sont traitées. Mais on a besoin de cette matière organique pour pouvoir régénérer notre système paysan et redévelopper quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'en passe? Oui. Ici, à la ferme de Desniers, et comme chez moi, on essaye de fonctionner le plus possible en circuit court, en interne même, puisque nous avons des chevaux et des moutons qui nous permettent d'avoir une grosse partie de la matière organique. D'accord. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, parce qu'on n'a pas toujours la place pour pouvoir avoir ça. Mais monsieur qui a son petit jardin, il ne va pas pouvoir prendre un cheval ou des moutons ou un cochon. Exactement. Et donc là, encore une fois, est-ce qu'on se prive complètement des techniques qui sont mises en place, ou bien est-ce qu'on
bouge un petit peu le curseur et qu'on dit on fait avec les moyens du bord, mais on fait au mieux de ce que l'on peut et de nos possibilités. Et donc, c'est juste une interprétation individuelle à ce niveau-là, mais c'est possible. Donc oui, on peut utiliser du fumier qui provient d'un manège non bio pour démarrer une culture. Alors bien sûr, les puristes diront non. Je disais non au début, mais quand on voit les quantités, exactement, c'est ça, tout à fait. Alors, je voulais quand même poser une question. C'est bien d'avoir ses chevaux, d'avoir tout, enfin, à domicile, mais ceci dit, la pluie qui tombe, on ne sait pas trop si elle est vraiment, pure à 100%, parce qu'on a quand même pas mal de choses qui circulent dans l'air. Est-ce que ça entre en ligne de compte aussi? Enfin, tu vas me dire s'il faut s'arrêter, enfin, s'il faut vraiment tout analyser, on ne fait vraiment plus rien du tout, parce qu'il n'y a plus rien qui est totalement et à 100% sain. Voilà, vu qu'on vit dans un aquarium, non, effectivement, la pluie n'est probablement pas 100% propre. Il y a effectivement probablement des éléments nocifs, entre guillemets, qui sont repris dedans. Comme disait ma maman, avec tout ce qu'on envoie en l'air. Oui, c'est clair qu'à un moment, il faut que ça retombe. Ouais, tout à fait. Et donc, oui, la pluie est là, mais là, on ne sait vraiment rien faire contre, puisque c'est elle qui va aussi permettre d'abreuver au mieux nos cultures. On ne va pas utiliser une eau de ville qui est encore pire que l'eau de pluie au niveau des traitements, voilà, et ainsi de suite, et qui donc pour les plantes ne représente plus rien d'alimentaire. Donc on reste sur cette eau de pluie. Alors par contre, il ne faut jamais sous-estimer les capacités d'épuration des sols et la capacité d'absorption de la vie du sol, puisque comme je disais tantôt, on en connaît encore très très peu, mais on se rend compte que le sol est capable de digérer les pollutions, est capable de digérer toute une série d'éléments. Alors sur des échelles de temps qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, ça se fait pas en 3 clics sur Facebook ou sur Internet. Ça prend du temps. Une dépollution d'un sol, ça peut prendre jusqu'à une centaine d'années. Et si ça se fait, on cherche encore. Les chiffres ne sont pas affinés. Il y a des modèles qui parlent de 10 à 15 ans. Il y a d'autres qui parlent de 100 ans parce que on n'a pas de recul. Mais c'est ça. On travaille seulement sur des sols pollués depuis 30 et 40 ans et on n'a jamais connu ça précédemment. Alors que la nature, on le sait, elle est capable de naturellement dépolluer les sols, entre autres via les arbres qui vont pouvoir capter un maximum de métaux, stocker du carbone en plus, et on en a grandement besoin pour l'instant. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là à compiler les uns derrière les autres. Alors, je reviens un petit peu à ton histoire quand tu as démarré la permaculture. Donc tu dis que tu t'es retrouvé malgré toi avec des légumes et des fruits à foison, en fait, c'est ça, enfin des légumes à foison que tu savais plus trop quoi en faire. Et pourtant, tu n'avais pas tout ce mode d'emploi dont tu nous parles pour l'instant. Ah non, j'avais rien du tout. Voilà. Donc, malgré tout, tu as pu faire avec tes petites mains, avec comme tu disais, ta façon de voir les choses, avec ton instinct, cultiver. Donc, monsieur et madame tout le monde, à la limite, même s'ils n'ont pas ces cours de permaculture, pourraient faire comme toi, alors, avec l'instinct, tout simplement. Bien sûr, clairement. Ici, les cours, c'est un plus. C'est vraiment pour avancer peut-être un petit peu plus vite, si c'est dit. Et puis malgré tout, voilà, tout le monde n'a pas ce petit doigté pour arriver à faire quelque chose. Non, c'est clair. Et j'avais quand même fait mes études en technique horticole à Jean-Blou. Oui, donc tu ne venais pas de nulle part. Non, j'avais déjà une base horticole dès le départ, ça c'est clair. Mais une base horticole qui était tournée vers le conventionnel et absolument pas vers le bio. La permaculture, n'en parlons même pas à cette époque-là. On n'en parlait pas. Absolument pas. Personne ne travaillait encore sur ce projet-là au niveau francophone ou vraiment quelques éclairés. Il y avait du bio, bien entendu, mais en tout cas, on en parlait très très peu. Mais peut-être qu'il y en a plein qui en faisaient sans le savoir. C'est juste que l'étiquette a été collée par la suite. Voilà. Et donc, non, effectivement, ce qui est quand même bien, c'est de prendre une petite formation de base, en tout cas, pour ne pas se lancer enfin, surtout pour ne pas avoir des échecs qui pourraient décourager. Parce que c'est ça ce que j'entends le plus souvent, c'est ouais, j'ai voulu faire mon potager l'année passée, et puis les limaces sont arrivées, elles ont tout bouffé, j'ai arrêté, ça me fait... Voilà, je ressème de la pelouse et le robot va passer. Non, justement, c'est triste. Comme quand on démarre n'importe quelle activité,
que ce soit de façon ludique ou que ce soit de façon professionnelle, il faut au minimum prendre quelques connaissances, alors que ce soit au travers de livres, que ce soit au travers de tutoriels sur Internet, que ce soit au travers de formations gratuites ou payantes, peu importe. Mais l'idée, c'est de pouvoir se donner les outils quand même pour pouvoir aller au jardin, quoi. Voilà, tout ça. On ne va pas aller retourner le sol si on n'a pas de grelinette. On ne va pas aller préparer, enfin voilà, on ne va pas aller tailler un arbre si on n'a pas de sécateur. Donc c'est effectivement qu'il y a des bases minimales, mais ces bases minimales peuvent vraiment se trouver un peu partout. Il y a plein de groupes aussi sur les réseaux sociaux, et je vais en faire une petite pub pour le mien en même temps. Bien sûr, oui, qui s'appelle maraîcherensemble.be et qui compte, je crois qu'on est 1000 ou 1200, quelque chose. Enfin, c'est pas tellement le nombre. Ce qui est surtout intéressant, c'est les interactions qu'on a dans ce groupe, parce que tant les professionnels que les particuliers sont en lien, discutent, échangent des techniques, échangent des informations, des fournisseurs, des terrains, des offres d'emploi. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai créé il y a 3 ans maintenant, qui est très interactif. Je ne m'attendais pas du tout à avoir un tel succès, et surtout une telle bienveillance. Voilà, et c'est ça la permaculture, voilà. C'est de rassembler aussi les gens. Exactement, tout à fait. Et on sent, parce que la bienveillance, elle ne s'impose pas sur les réseaux sociaux, mais on sent que les gens qui se sont regroupés au sein de cette... alors je ne dis pas que c'est rose partout, hein, on n'est pas dans un monde de bisounours non plus, mais les gens qui se sont regroupés au sein de ce groupe restent tous dans une philosophie de bienveillance et de partage. Ouais. Oui. Et ça, c'est ce que tu prônes, hein, de toute façon. Ah oui, ça, oui, c'est clairement. Clair. Et puis, c'est cet échange aussi, ce retour c'est pas du troc, mais c'est l'entraide. Hein, oui, effectivement. Oui. Et oui, parce que comme tu le disais tout à l'heure, on ne sait pas trop où le monde va, et on a bien besoin les uns des autres, et des petits conseils. Hein. Oui, exactement. Une solidarité, oui. Et solidarité et bienveillance. Je reviendrai toujours sur ce terme. C'est vraiment... Parce qu'il peut y avoir une solidarité sans bienveillance. Oui. Hein, juste une solidarité pour avoir et s'approprier quelque chose. Mais ici pas. Tout à fait. C'est vraiment dans la bienveillance. Je reviens, parce que je rebondis d'un truc à l'autre. Je reviens, donc on a nos semences. Oui. Hein, on les plante, voilà. On attend, évidemment. Forcément, il faut, dans la vie normale, enfin, c'est pas vraiment normal, mais dans ce qu'on faisait avant, on ajoutait des engrais, etc. Ici, besoin de rien. Ah, j'ai pas dit qu'on avait besoin de rien. Non, je sais pas, justement, c'est pour ça que je te pose la question. Si, on va travailler avec d'autres formes de nourriture pour les plantes, mais on ne va plus travailler avec des engrais chimiques qui n'ont absolument pas lieu d'être en réalité dans le sol, ou très très peu en tout cas dans les pratiques culturales. Encore une fois, si on se base sur le modèle de la forêt, il n'y a pas d'apport chimique direct. Certes, les arbres vont dégrader les minéraux au niveau de la roche-mère, et il y a tout un travail minéral qui va se faire aussi, mais on n'a pas besoin de rajouter un engrais minéral. Donc nous, on travaille surtout avec un organique comme du fumier de cheval, comme le BRF dont je parlais tantôt, comme les techniques de compostage aussi, qui sont toujours intéressantes. Alors tout dépend en fait quel est ce que l'on cherche à avoir comme résultat, si on cherche à nourrir le sol ou si on cherche à nourrir les légumes. Et nous, on essaye maintenant... C'est différent, enfin, je veux dire, parce que forcément le légume, lui, va se nourrir du sol. Donc c'est d'abord le sol qu'il faut nourrir. Excuse-moi que je te coupe, j'essaie de suivre une logique. Bien, si on veut nourrir le légume, on a juste besoin de lui apporter les éléments nutritifs qui ont été mis en valeur et en lumière plutôt par l'agronomie depuis bien longtemps, qui sont le NPK, CA, Mg, enfin tous ces éléments nutritifs de base. C'est pour ça qu'on en est d'ailleurs arrivé à des cultures hydroponiques, donc des plantes qui n'ont plus du tout de contact avec la terre, mais qui ne reçoivent que de l'eau chargée de sels minéraux. Donc finalement, on peut faire exactement la même chose avec des plantes qu'on cultive, c'est-à-dire leur apporter un engrais. Alors si on reste avec cet esprit permaculturel, on va apporter un engrais de type liquide et naturel, qui sera un purin d'ortie, un purin de consoude, qui déjà, rien qu'à eux deux, vont pouvoir permettre de nourrir la plante de façon globale sur ses besoins de base, NPK, et puis la consoude, elle va ramener encore plein d'autres belles choses dans l'alimentation. Mais là, on travaille, je vais dire entre guillemets, et c'est peut-être pas une belle comparaison, mais on travaille sous forme de Baxter. On apporte la nourriture directement assimilable par la plante. Les autres hôtes du sol, on s'en tracasse pas. Votre purin d'ortie, votre purin de consoude, il va jamais nourrir votre ver de terre, puisque c'est de l'eau. Ah bah oui, donc, forcément, voilà. Logique, oui. À l'inverse, si on travaille avec ce que l'on appelle les amendements, alors à ce moment-là, qui sont le compost, qui sont l'engrais, l'engrais justement, le fumier, qui fait un fumier de cheval, fumier de mouton, fumier de vache, c'est très bien. On va apporter donc ces amendements qui vont non pas nourrir les plantes immédiatement,
mais qui vont nourrir tout le processus de fonctionnement du sol. Donc, c'est-à-dire que les micro-organismes, vers de terre, champignons, limaces, bactéries, tout ce petit monde-là va se mettre en activité pour transformer cette matière organique inexploitable par la végétation, ou très peu exploitable, va la transformer, la minéraliser, comme on dit, pour la rendre assimilable au niveau du sol. Et donc, les plantes vont pouvoir s'en nourrir. Les plantes et les champignons, puisque la plupart vivent en symbiose. C'est un peu finalement comme un enfant, hein, quand il est dans le ventre de sa mère, il va se nourrir au cordon ombilical. Enfin, c'est le cordon ombilical qui le nourrit. C'est ça. Donc finalement, est-ce que c'est pas mieux de nourrir effectivement cette terre pour que le légume prenne, la plante prenne vraiment tout, plutôt que de nourrir le légume lui-même? C'est un peu justement ça qu'on amène comme nouvelle vision. On parle entre autres de maraîchage sur sol vivant. Donc ce sont des techniques très particulières qui sont en train de se mettre en place. Et si, pour moi, c'est absolument inconcevable de ne pas nourrir mon sol. Je travaille toujours sur un nourrissage de mon sol. C'est la terre, c'est la mer, c'est la terre-mère, quoi. Exactement. C'est notre Pachamama, c'est Gaïa, il faut la respecter, il faut la nourrir. Et puis, on a un petit verre de vin et c'est l'occasion de faire le switch avec ça, c'est que c'est la terre qui donne le goût. Mais quand vous prenez 2 cépages de vin, parce que tout le monde boit du vin, ou pratiquement, quand on prend 2 fois le même cépage et qu'on le plante sur 2 coteaux différents, il n'a pas le même goût. Hein. Voilà, exactement. Il y a bien sûr les pratiques du vigneron qui vont faire la différence. Le fût dans lequel il va être macéré, etc. C'est ça. C'est clair. Mais le sol est sa base première et c'est ça qui va donner le goût à nos légumes, à un point tel que les palais les plus développés sont capables de faire la différence. Quand j'ai démarré, donc après cette fameuse abondance de production en 2011, j'ai eu la chance de travailler avec le chef Olivier Tucky, qui travaillait à l'époque au manoir des Lébioles, qui maintenant est à l'hostellerie Lafargue à Pepinster. C'est un homme extraordinaire, c'est pour ça que je le cite également. Humainement parlant, on a toujours eu des contacts magiques et c'est devenu un ami plutôt qu'un client. Eh bien, il était capable de faire la différence, bien sûr, entre un cerfeuil qui a été acheté au magasin, dans les grandes surfaces, voilà, pour ne citer personne, mais entre les cerfeuils que je produisais à la maison, entre celui de la serre et celui de l'extérieur, il était capable de me dire la différence et il n'aimait pas celui de serre parce que les conditions de sol n'étaient pas aussi vivantes que les conditions extérieures. Ah, d'accord. Et donc, c'est pour moi qui n'ai pas un palais aussi fin, ça a été vraiment un élément, une révélation quelque part. C'est ça, tout à fait, qui m'a vraiment poussé à continuer dans cette voie-là, à essayer d'être le plus respectueux possible de notre sol. Et donc, probablement à terme, on est en train de voir ici les techniques de maraîchage qu'on a mises en place depuis 3 ans portent leurs fruits, mais à terme, l'idée est de ne plus devoir travailler du tout le sol. Donc, plus de bêche, plus de grelinette. La bêche, c'est déjà banni depuis bien longtemps, mais plus de grelinette, plus de fourche, juste un travail superficiel du lit de semence, qu'on appelle ça, donc vraiment le premier centimètre et demi. Sinon, le reste, théoriquement, ne devrait plus être travaillé parce que ce sont les vers de terre qui bossent à ma place. C'est la nature. Exactement. La nature qui fait son travail. Voilà, tout à fait. Et c'est bien parce que tu m'as attiré cette réflexion de la bouche. J'allais te demander justement si le goût était différent. Mais maintenant, est-ce que la structure du légume en lui-même aussi peut être différente? Est-ce que le légume va être plus gorgé d'eau s'il est nourri lui que si c'est la terre qui est nourrie? Alors, là, on a des pistes d'études, des premières pistes de recherche. Je ne vais pas m'avancer trop fort parce que ce n'est pas trop mon domaine, ce secteur-là. Mais par contre, je ferai le rapport avec plutôt entre l'alimentation type biologique ou naturelle et l'alimentation conventionnelle qui, elle, est traitée et boostée à ces engrais minéraux. Ouais. Et on sait clairement, d'expérience et par chiffres, qu'il est nécessaire de manger beaucoup moins de bio pour arriver à satiété qu'on ne le mangerait en conventionnel. Oui. Et donc, l'argument prix du bio est démonté par rien que cette explication-là, puisqu'on en mange moins, donc on va moins dépenser au final. Et si on va encore plus loin, on peut se dire que comme on mange sain, on va moins chez le médecin, donc on prend moins de médicaments, et donc l'économie est globale. Voilà, oui. Tout à fait. On se sent mieux, on rejoint ce que tu disais tantôt par rapport au bien-être individuel, on a moins de ballonnement, on a moins d'aigreur d'estomac, et toutes ces informations-là, elles se trouvent en fait contenues dans notre nourriture, puisque nous devenons ce que nous mangeons. Oui, et si on mange de la M, on reviendra juste de la... Voilà.
C'est clair. C'est clair qu'on doit retourner dans la terre en principe aussi, mais enfin bon, tant qu'à faire, tant qu'on est sur terre, autant bien se nourrir. Autant, oui, et puis ne pas polluer les petits vers de terre quand on sera aussi en décomposition, quoi. Oui, si on se décompose encore, parce qu'il y a tellement d'agents conservateurs qu'effectivement, là vrai. Aussi, ça pose des problèmes dans les cimetières par rapport à la décomposition. Donc, c'est aberrant, enfin, c'est même terrifiant quand on réfléchit bien. Enfin. Oui, jusqu'où on a pu pousser je ne vais pas dire la destruction de nos écosystèmes en 70 ans, à tout casser. Au sortir de la guerre, c'est à ce moment-là que tous ces cortèges de produits chimiques sont arrivés, en se rendant bien compte que c'était les produits qu'on avait envoyés sur la tête de nos ennemis qui devenaient les principaux engrais de notre propre agriculture. Donc, les doses sont réduites, mais l'effet létal est tout à fait le même. Hein, c'est vrai, tout à fait. Alors, quand on se lance dans la permaculture, donc, est-ce que ça peut se faire aussi sur une petite parcelle, je veux dire? Oui, tu vas me dire, il y a les bacs qu'on peut avoir, ça peut être petit. Hein. Qu'est-ce qu'on peut cultiver comme légumes exactement quand on a nos bacs? Tous les légumes sont possibles ou pas? Ça va être difficile de produire en règle générale, par exemple, ou des potirons ça pourrait, parce qu'en fait, de la place. Voilà, ça prend de la place, mais justement, une des astuces de la permaculture, que la permaculture amène au travers de son pétale environnement, c'est de maximiser les surfaces un maximum, et donc on va réfléchir à utiliser l'espace de façon optimale aussi, et les différentes zones de culture. Donc, quand je dis l'espace, ça veut dire que si vous voulez des haricots, je reviendrai sur ton exemple de potiron après. Si vous voulez des haricots, eh bien, vous prenez des haricots non plus nains, mais des haricots à rames, donc des haricots grimpants. Ah oui. Vous mettez une structure portante et au pied de ces haricots, vous avez tout le loisir de cultiver encore d'autres espèces. Pour les potirons, c'est pareil. Si vous avez un espace qui n'est pas utilisé ou peu utilisé, ou un grillage de propriétés médian 2 propriétés, je cherche mes mots, vous pouvez très bien utiliser ces supports pour y faire pousser vos potirons également. On utilise maintenant aussi, c'est juste une question de pratique et de solidité du support, les fameuses paillasses à béton, vous voyez, qu'on met pour faire du béton armé. Eh bien, vous pouvez faire pousser vos fruits et légumes, tous vos courges, coureuses, butternuts, potirons, potimarrons, sur cet espace-là, et donc utiliser de la verticalité et récupérer l'espace laissé disponible au pied. Oui, parce que c'est vrai qu'en général, ça s'étend, et puis alors, ça s'étend. Oui, ça s'étend, et ça prend énormément de place. Et donc, en verticalité, ça se passe bien aussi, je veux dire, parce que le légume est lourd, lui. Donc, alors, voilà, ça va aussi passer par une petite sélection variétale, mais la plante est tout à fait à même de pouvoir supporter son propre fruit. Si on a un doute... À la verticale. À la verticale, ce sont des plantes grimpantes au départ. Et donc, elles sont conçues pour pouvoir... Voilà. Alors, ce qu'on fait, évidemment, les sélections de l'agriculture moderne ont diminué un petit peu les capacités de résistance des plants également. Donc, si on a le moindre doute, eh bien, il suffit simplement de prendre un sachet à pommes de terre, de soutenir votre légume et de glisser votre potiron dans le sachet à pommes de terre et de nouer le sachet de pommes de terre sur votre paillasse. Donc, c'est le sachet qui va simplement faire effet de maintien, et donc il n'y a pas aucun risque d'arrachage qui va être possible. Oui, parce que comme ça, c'est vrai que le légume peut continuer à se nourrir, à grandir. Tout à fait. C'est vrai que ce sont des petits trucs, voilà. Rien que ça, je veux dire que c'est hyper important. Tout à fait. C'est beaucoup de bon sens, en fait, la permaculture. Voilà. Hein. C'est ça. Lorsque je suis descendu au Bec et Loing en 2016 et que j'ai rencontré Charles et Perrine Hervé-Gruyer, c'était un des maîtres mots de Charles lors de son discours enseignant. C'était revenir au bon sens paysan. On savait tout ça avant. Donc on a juste oublié. Et puis le contact de la terre a disparu parce que avoir les mains sales en société, les ongles couverts de terre, voilà, ça fait exactement. Pas beau, etc. C'est vrai. Alors voilà, donc comme tu disais, donc c'est rentabiliser l'espace. Oui. Donc effectivement, donc dans son bac, on peut avoir des légumes qui vont nous servir pour faire un potage aux 8 légumes, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a vraiment possibilité d'aller très très loin dans la productivité sur toute petite surface.
parce qu'aussi la permaculture s'inspire, et le maraîchage bio-intensif plus particulièrement, s'inspire de la mixité de la nature. Et donc on travaille beaucoup sur des associations de végétaux les uns avec les autres, ces associations qui vont se faire, comme je le disais, soit dans l'espace par rapport à la verticalité, mais aussi dans le temps, puisque vous allez pouvoir, si vous mettez une salade et un chou côte à côte, la salade va être prête entre 50 et 60 jours, mais votre chou, il va en falloir 120 à 130. Et donc, du coup, ce voisinage va permettre à la salade de se développer alors que le chou est encore petit. Et puis, quand vous aurez récolté la salade, le chou va prendre tout son développement et du coup, va occuper cet espace. Et donc, vous aurez récolté 2 fois au même endroit, sur la même surface. Ça, c'est ce qu'on apprend, évidemment, quand on suit une formation, hein, ou on va au cours. Parce que c'est vrai que, naturellement, on ne va jamais penser à ça. Hein. En général, avant, quand on faisait son potager, on semait, voilà, salade, pommes de terre, haricots, et on faisait des lignes. C'est ça. Tout simplement. Que maintenant, effectivement, il y a moyen, il faut réfléchir effectivement à ce qui pousse le plus vite, radis ou autre. Tout à fait. Voilà. En tant que professionnel, on est aussi confronté à un autre élément, c'est que le coût de la terre agricole devient vraiment exorbitant. Pour un jeune maraîcher qui s'installe, acheter un hectare de terre, ça va lui revenir à 30 ou 40 000 euros en fonction des régions, voire beaucoup plus dans certaines. Donc déjà, c'est un investissement de base. Il faut encore compter à peu près entre 15 et 20 000 euros de matériel. Donc je vois mal quelqu'un qui veut se lancer dans la permaculture pouvoir débourser 75 000 euros d'entrée, surtout en sortant des études, avec une philosophie. Voilà, exactement. Donc du coup, le prix de la terre étant tellement exorbitant, il faut qu'on ait accès à de plus petites surfaces, mais que ces plus petites surfaces soient... Donnent autant. Voilà, tout à fait. Autant finalement de récolte. Tout à fait. Et tu disais tout à l'heure que par exemple, c'est dans les bois qu'on va trouver la meilleure terre. Pourquoi est-ce qu'on ne cultive pas dans les bois alors ? Alors, nous, on ne le fait pas. Mais d'autres peuples le font depuis bien longtemps. Toute l'Amérique du Sud cultive déjà dans les bois depuis bien longtemps, puisque c'est le principe de la forêt nourricière. Et quand on voit les peuples premiers en Amazonie, toute la nourriture se trouve autour d'eux. Donc les climats sont pas du tout pareils et surtout l'ensoleillement n'est pas du tout identique. Et donc ici, ce qu'on va retrouver comme problématique, nous en forêt, c'est qu'on a un couvert végétal qui est trop important. Et les légumes que l'on a l'habitude de cultiver chez nous, qui sont des légumes annuels pour la plupart, ont des prédispositions pour être en pleine lumière et être cultivés en clairière. Donc c'est très compliqué pour nous de de cultiver en forêt pour l'instant, mais je vais nuancer mon propos puisque depuis une quarantaine d'années maintenant, les travaux, entre autres, de Martin Crawford en Angleterre ont permis de développer un concept qui s'appelle le jardin-forêt, ou la forêt-jardin plutôt, qui va permettre là de créer un écosystème en s'inspirant de la forêt, mais un écosystème qui va être productif. Productif soit de façon alimentaire pour nous, pour l'environnement, ça peut être aussi juste une création de forêt pour des abeilles, voilà, pour aussi, la biodiversité, voilà. Pour se dire... les animaux qui vivent aussi. C'est ça, on fait plaisir à la nature, mais ça peut être aussi une forêt qui serait destinée à être utilisée en partie pour générer du bois de chauffage, par exemple, en sélectionnant des essences qui vont pouvoir être recoupées régulièrement et nous fournir une quantité abondante de petits volumes de bois de chauffage au niveau des calibres ou plus gros en fonction des besoins. Donc ça se gère tout à fait. Et l'idée de cette forêt-jardin, c'est que là, on va calculer les écartements spécifiques entre les grands arbres et en fait utiliser toutes les strates. On va travailler avec une strate de canopée qui va être une strate très haute et puis on va avoir une strate intermédiaire avec des arbres de moyenne hauteur et puis on aura une strate avec des buissons et puis on aura une strate avec des plantes vivaces ou des plantes herbacées, donc qui vont monter nettement moins haut ou qui sont gélives. Et puis on aura une strate de couvre-sol et ainsi de suite. Et on monte en général à 7, 8, voire 9 strates. Ah oui. Certains identifient même jusque 12 strates dans une forêt-jardin. Et donc ça permet vraiment de rentabiliser un maximum. J'oubliais les lianes, voilà, il me semblait bien que j'oubliais une importante. Bien oui, du kiwi, du houblon, de la vigne, des mûres, des hybrides comme les tailleberries. Tout ça va pouvoir grimper et donc on optimise un maximum les différentes strates de l'écosystème en copiant ou en essayant d'imiter ce que font en fait les peuples premiers en Amazonie qui eux aussi ont cultivé leurs écosystèmes parce que si pour nous d'un œil externe ça a l'air d'être toujours les mêmes feuillages partout, eux ils ont réalisé le long des pistes qu'ils utilisent le plus souvent des jardins-forêts permanents. Ils ont ressemé, ils ont bouturé ce qu'ils avaient
utilisé, ce qu'ils avaient consommé, et donc du coup l'alimentation se trouve le long des chemins de passage, et donc du coup vous faites d'une pierre deux coups, vous vous promenez pour aller d'un coin à l'autre et vous mangez en même temps. C'est vrai. Et donc ici on essaye de redévelopper le même principe avec ces forêts-jardins. C'est encore un concept qui est très jeune chez nous, je vous disais 40 ans, ça fait 14 000 ans du côté sud de l'hémisphère. Donc on a encore beaucoup de choses à apprendre, mais on revient à un modèle différent de ce que l'on connaît actuellement, qui est une agriculture de steppe, clairement, où ce sont des grandes plaines nues, sans un arbre ou quoi que ce soit. Et donc voilà, c'est en train de changer un petit peu. Et d'ailleurs, la tendance à l'agroécologie, qui est aussi un autre axe qui est pas spécialement repris dans la permaculture officiellement, entre guillemets, si on peut utiliser ce terme-là, mais qui fait partie de la philosophie globale quand même, consiste à replanter des arbres dans les planches. En fait, j'allais justement poser, est-ce que la permaculture s'adresse aussi aux arbres fruitiers, par exemple, puisque c'est la culture de la terre, malgré tout? Bien sûr, tout à fait. Ça rentre totalement en ligne de compte parce que l'arbre en permaculture, et de façon globale, a une place prépondérante dans notre système, dans notre écosystème. Un arbre, ça va permettre d'amener de la biodiversité, ça va permettre de stocker du carbone, ça va permettre aux eaux de pouvoir s'infiltrer facilement le long de tous les systèmes racinaires et donc de descendre recharger nos nappes phréatiques. Ça va être alimentaire, le cas échéant, si on choisit de partir sur un arbre fruitier. Mais oui. Ça va être un apport d'humus également, puisque toutes les feuilles qu'il va lâcher va régénérer le sol et va créer ce nouveau sol que l'on a besoin. Donc on n'a plus besoin d'aller chercher ailleurs. On les a qui arrivent ici. Ça nous produit de l'oxygène. Enfin, les qualités d'un arbre sont indénombrables. Et donc, la seule chose qu'on peut dire, c'est plantons des arbres. Ce sera déjà une solution énorme au changement, au dérèglement climatique qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Parce qu'on sait que c'est une surconcentration de CO2 dans l'atmosphère qui provoque en grosse partie ce réchauffement. Et comment est-ce qu'on peut faire pour le stocker? Il suffit de planter des arbres. Oui. C'est aussi simple que ça. On a la solution. J'ai vu tout à l'heure passer sur les réseaux sociaux, je crois que c'est... oui, c'est pas que je crois, je suis sûr, c'est en Angleterre. Ils vont replanter 50 millions d'arbres pour recréer un couloir végétal. La Chine, exactement. On les a coupés, puis finalement, on se rend compte qu'effectivement, ils avaient leur importance, ces arbres. Qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits, parce que quand on parle d'arbres, on peut aussi parler de haies, et les haies dans nos paysages étaient très importantes. Alors tous ceux qui ont déjà vécu une coulée de boue savent que la solution, elle repasse par la plantation de haies. C'est juste ça, et c'est aussi du bon sens, parce que ça va permettre de récupérer un maillage écologique tout autour des parcelles agricoles qui va permettre aux petits animaux de pouvoir recirculer. Voilà. On ne voit plus de hérissons ou quasiment plus écrasés le long des routes. À part ça, c'est tout. On n'a pratiquement plus d'hermines, on n'a pratiquement plus de perdrix. Enfin, il y a toute les lièvres, c'est voilà, éteinte, exactement, parce que tout simplement l'écosystème n'est plus là. S'est effondré. On peut faire le parallèle avec l'huile de palme à Bornéo. C'est exactement la même chose. L'écosystème est en train de s'effondrer et du coup, ce sont les orang-outans qui vont mourir non pas de faim, mais juste parce qu'il n'y a plus d'écosystème pour pouvoir fonctionner. Et donc, ce qu'on essaye vraiment de faire, ce que la permaculture amène vraiment, c'est cette création d'abondance. C'est cette idée de laisser une terre meilleure à nos enfants que celle que nous, on a reçue en héritage. J'espère franchement que ma fille qui a 12 ans pourra encore vous montrer à ses enfants dans 20-25 ans, si elle en a, des papillons qu'on voit maintenant. Moi, je ne peux plus le faire avec ceux que j'ai connus dans mon enfance. Non, c'est vrai qu'on a vu toute une vie s'éteindre, plein de vies s'éteindre et qu'on voit plus. Par contre, on voit des choses bizarres qui arrivent, mais qui sont pas de chez nous spécialement en même temps. Ah oui, pour ça, la mondialisation, elle a aussi fait de gros dégâts puisqu'on a effectivement récupéré pas mal d'insectes, entre autres, qui sont arrivés de contrées lointaines au travers des échanges commerciaux. Oui, voilà, mais plus que les containers qui arrivent des pays étrangers aussi, qui transportent aussi des larves. Tout à fait. Voilà, donc eux, ces insectes-là, ça s'adaptent bien à notre climat. Alors qu'ils ne viennent pas spécialement d'un climat pareil, quoi. Non, et comme le climat devient de plus en plus chaud aussi, on constate clairement une remontée de toute cette population. L'exemple le plus flagrant, c'est le frelon asiatique. Je crois que c'est l'exemple qui va parler le plus à tout le monde.
cette Ou les bestiole-là, coccinelles aussi, hein. ou les coccinelles asiatiques, oui. Elles, c'est encore un petit peu différent. Elles ont été, Amenées je veux dire, parce qu'il en victimes manquait, oui. voilà, des apprentis sorciers que nous sommes, toujours à essayer de chipoter, à aller chercher ailleurs ce qui pourrait, enfin, ce qui n'est pas adapté Ce qu'on a chez chez nous. nous, Voilà, pourtant. tout à fait. Oui, et donc du coup, les coccinelles, c'est au détriment des nôtres, puisque clairement, nos deux petites coccinelles, enfin, deux de nos coccinelles sont clairement embêtées. Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas en grosse concurrence avec ces coccinelles asiatiques. Oui. Qui finalement ne remplissent pas le même rôle. Elle consomme quand même pas mal de pucerons également, puisque c'était un des principes de base de cette introduction, c'était pour la lutte contre le puceron. Mais finalement, on se rend compte que dans l'écosystème, elle consomme plus que nos coccinelles bipunctata et à 7 points. Elles consomment plus et donc du coup elles rentrent vraiment en concurrence alimentaire et comme elles sont beaucoup plus grosses, il n'y a pas de miracle, quoi. Elles ont en plus une capacité à se reproduire de façon plus rapide et elles travaillent beaucoup plus par phéromones aussi, puisque les colonies que l'on retrouve à l'entrée de l'hiver quand elles vont se mettre à l'abri dans les maisons. J'en ai dans le coin de ma maison et je ne sais pas très bien si on doit les supprimer ou les garder quand même. Ce sont quand même des petites bébêtes. Oui, exactement. À bon Dieu, quoi. Oui, c'est ça. On n'a pas trop envie de les faire sortir, non rester au chaud, quoi. Et puis les quantités sont telles que je ne sais pas si ce geste que nous ferions ou que tu ferais dans ton habitation maison, serait utile par rapport à la... Oui, je ne sais pas. Non. Là, ça reste des points d'interrogation. Et puis ça reste des êtres vivants quand même. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est aussi un peu ça, essayer justement de respecter tous les êtres vivants sur cette planète. On est toujours dans cette optique où l'humain est au centre du cercle et où la nature tourne autour. La permaculture, elle nous met pour ça une grosse claque et elle nous fait retrouver notre place parmi les autres. Parce que s'il n'y a plus d'insectes, prenons ça, voilà, exactement. S'il n'y a plus d'abeilles, c'est fini. Oui. C'est fini. Nous sommes de gros insectes comme les autres, quelque part. Oui. On fait tous partie du même... Voilà, l'un sans l'autre, c'est impossible de vivre. Exactement. Tout est lié, exactement. Et nous sommes des animaux, nous sommes des mammifères, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise. Ceci dit. Malheureusement, oui. Ouais, c'est le problème. Mais aussi, l'autre aspect, c'est qu'on peut se montrer très prédateur, comme tu dis, mais on a aussi cette capacité et cette intelligence en se mettant en groupe et en voulant être créateur de faire des nouvelles choses extraordinaires. On l'a vu au travers des cours de permaculture qu'on donne à la ferme, parce que au-delà de l'aspect du jardinage, comme je le disais, il y a tout ce concept de la permaculture avec ces 7 pétales qui est enseigné lors de ces CCP. Et il se passe toujours un truc magique, vraiment un truc magique. Le groupe, la sauce prend dans le groupe, comme on dit toujours. Et on est capable à ce moment-là, quand un groupe est fonctionnel et quand un groupe est cohérent, on se rend compte de la puissance que nous avons tous ensemble et de la facilité avec laquelle on le réalise. On a plus fort, hein. Exactement. On le voit très bien dans le film, dans le documentaire de Luc Deschamps, Ici la Terre, qui a été tourné à la ferme de Desniers justement et qui permet d'avoir une belle approche de la permaculture. On retrouve ce fameux exemple de la force de groupe quand les élèves apprenants, on va les appeler comme ça, les futurs permaculteurs, ont travaillé sur le chantier que je menais à l'époque sur une des terrasses de culture, où on avait réalisé un terrassement pour redresser les assiettes. Enfin, vous verrez très vite avec les images à quoi ça correspond. Pas les assiettes dans lesquelles on mange. Non, les assiettes de culture. Voilà. Pour faire des terrasses comme à l'ancienne, en fait, pour arriver à exposer mieux notre pente. Et donc, après, on a réalisé nos buts de culture. Mais c'est un travail de titan à faire seul, sur une planche qui fait 25 mètres de long et je crois que c'était 12 mètres de large. Il fallait créer toutes les buttes les unes après les autres. Pour moi, j'en avais facilement en 3 semaines et 1 mois à devoir faire ça en manuel, évidemment. Ah oui. Puisque le principe est de ne pas utiliser de pétrole dans la structure et donc pas de motoculteur, plus de charrue une fois que... Les terrasses ont été faites forcément à la pelle mécanique parce que là, il n'y a pas de miracle. Mais une fois que cette étape-là a été réalisée, moi, je ne souhaitais absolument plus voir d'intrants d'énergie mécanique plutôt autre que celle humaine dans les structures. Pas de motoculteur, voilà, tout à fait. C'était cohérent avec moi-même. Oui. Parce qu'on en revient à l'intuitif et au spirituel. Quand tu travailles le sol te travaille aussi. Et les scientifiques américains ont mis en avant, d'ailleurs, il y a quelques années de ça, que le sol contient une bactérie du bonheur. Et le fait de mettre les mains dans le sol, tu as la banane derrière. Exactement, Donc, oui, c'est vrai. Ça a été prouvé. Oui.
Et je crois que si je suis sorti aussi vite de mon burn-out, c'est peut-être bien grâce à ça aussi. Parce que quelques jours après, ça allait beaucoup mieux. Je savais que je n'y retournerais plus jamais. Oui, et puis donc... tu t'es repris tes racines dans le sol aussi. Voilà, exactement. C'est une question d'ancrage. Hein. Oui, tout à fait. Et donc, ce groupe a fait en sorte que tout soit fait plus vite que 3 semaines En 2 demi-journées. Ah ouais. En 2 demi-journées, on a monté 8 grandes buttes de culture, préparé les chemins, décaillassé le tout, et à la fin du 2e jour de travail, on plantait. Wow. La satisfaction de tous. De tous, effectivement. Ça a été se dire waouh, on l'a fait. Parce que quand ils sont arrivés sur ce chantier la première fois et qu'ils ont vu le travail, ils m'ont tous dit non, quoi. On va pas faire ça. Arrête. Et heureusement, les conditions climatiques étaient parfaites. Donc ça joue toujours énormément à amener le sourire. Et je te dis, ça a été... On se sent plus fort aussi dès qu'il y a du soleil. Oui. Hein, la terre, le soleil, hop là, on ferait bouger la terre entière. Exactement. Et quand en permaculture, on te dit que 1 + 1, ça n'égale pas à 2, mais c'est plus que la somme du produit, et bien là, on s'en est vraiment rendu compte. Les 18, 20 ou 22 personnes, je ne sais plus exactement, qui étaient présentes, ont réalisé un travail et personne n'était fatigué, tout le monde avait le sourire. Et ça se sent au travers les images de ce film, voilà. Ouais. On le sent vraiment que tout le monde était bien, exactement. Voilà. Et puis être dehors. Voilà, pouvoir parler aussi ensemble. Oui. Ça change d'un train-train quotidien où on court pour prendre sa voiture, le bus, le train, où on court, on entend du bruit partout dans les magasins. Voilà, non, là c'est la nature, c'est pas du bruit, c'est une musique. Aussi. Donc voilà, ça aide et c'est vrai que ça fait avancer beaucoup plus vite. Oui. Une question encore, parce que c'est vrai que le temps file. J'aimerais savoir, est-ce que la permaculture peut aussi servir pour les fleurs? Parce que qui dit fleurs dit insectes aussi, dit tout un cheminement aussi dans la pollinisation des choses. Parce que je suppose aussi que les fruits, enfin les légumes, il y a des fleurs aussi à la base. Oui, tout à fait, qui doivent être pollinisées, tout à fait. Et donc oui, les fleurs rentrent en pleine ligne de compte. En fait, la permaculture a une vision holistique. On intègre plutôt que de séparer. Oui. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place dès le départ dans mon maraîchage, parce que les fleurs, j'ai toujours adoré ça. C'est beau. Voilà, c'est beau. Et la beauté a une très grande place justement dans cette philosophie aussi. On ne fait pas les choses pour les enlaidir, au contraire, on fait les choses pour les améliorer. Les fleurs, qu'elles soient vivaces ou qu'elles soient annuelles, amènent vraiment ce plus dans l'écosystème, déjà rien que visuel pour nous. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ces couleurs en plus, ces odeurs. C'est ça. Et ce plaisir à aller dans un jardin qui est fleuri, quand tu rentres dans un potager où il y a des cosmos, des soucis, des tagettes, des bourrages, des hémérocalles, que sais-je, c'est vraiment splendide. C'est le jardin d'Éden. Oui. Eh bien, c'est ça que la permaculture permet d'amener. Et alors là où c'est encore plus étonnant, et on n'a pas de réponse non plus, on commence à découvrir, parce que les recherches sur le sol commencent à avancer de plus en plus, c'est que depuis que j'ai commencé, moi, à travailler avec des fleurs associées dans mes planches de culture, donc au milieu de mes légumes, et même parfois à la place de mes légumes, je n'ai plus de problème de champignons. Plus aucun problème de champignons au niveau des planches de culture. C'est là qu'il se passe le truc magique, c'est que quand tu as un problème qui se présente sur un individu, s'il est dans une monoculture, eh bien, tous les autres individus risquent de ramasser le même problème. Ici, le fait d'être dans ces cultures associées avec une grande mixité va déjà freiner à la fois le champignon ou le développement d'un ravageur potentiel. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est tout ce qui se passe au niveau du sol. Toutes ces interactions entre les systèmes racinaires qui viennent vraiment faire comme un maillage. On voit souvent cette idée de la représentation d'Internet sous une forme de toile d'araignée très complexe. Eh bien, on pourrait faire exactement la même chose par rapport au sol. Oui. Parce que les champignons ont une place prépondérante dans tout ce secteur aussi, puisqu'ils vont servir, si on veut, de réseau Internet entre les plantes. Et leur permettre d'échanger carrément de l'alimentation entre les plantes en fonction des endroits où elles se trouvent. Et est-ce que, question idiote peut-être, je ne sais pas, mais est-ce qu'on peut imaginer que justement le fait d'associer des légumes différents les uns près des autres, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'un jour il y aurait un nouveau légume qui verrait le jour, enfin une association, enfin tu vois ce que je veux dire? Oui. Une naissance de deux légumes, pourquoi pas?
Alors, a priori, c'est pas jouable selon les lois de la génétique. Voilà. Oui, mais les lois de la génétique, Ben on oui. peut les la nature peut les transgresser aussi. Et la nature a toujours muté. Oui. La nature s'est toujours arrangée pour qu'il y ait un élément qui Au puisse bon moment. perdurer. Voilà. Alors, avoir une mutation entre deux légumes cultivés dans le potager, ça me paraît infime au niveau du nombre de probabilités, même quasiment... Ouais. Je ne suis pas 100% sûr. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe au sein d'un même type de légumes. Ah oui. Et là, tu pourrais avoir des surprises, effectivement. Alors, surprises qui seront bonnes ou pas bonnes. Oui. C'est vraiment l'entière question. Mais on va prendre l'exemple des cucurbitacées, donc de toute la famille des courges, par exemple. Ben, là, on est obligé d'avoir une pollinisation croisée. Donc, il doit y avoir une fleur mâle qui vient, enfin, une abeille qui vient déposer du pollen d'une fleur mâle vers une fleur femelle. On ne sait jamais d'où vient cette abeille, où elle est passée avant. Et donc, elle a pu passer sur un butternut, par exemple, et venir passer sur ton potiron. Là, tu pourrais potentiellement avoir un croisement entre ton potiron et ta butternut, parce que ce sont les mêmes familles botaniques, ce sont les mêmes interactions. Voilà. Et là, il y a des gènes en commun. C'est ça, tout à fait. Et donc, du coup, ce qui peut en sortir ne sera ni un potiron, ni un potimarron, ni un butternut, mais un petit butternut, ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Oui. Alors, soit ce sera vraiment un truc génial et tu auras trouvé une nouvelle variété sur laquelle tu pourras poser ton nom, soit ce sera un truc totalement infect qui n'aura aucun intérêt. Oui. Et c'est quelque chose qui a été fait... c'est la nature qui aura choisi, de toute façon. Tout à fait. Et c'était une spécialité belge au niveau des pommes et des poires. On a eu énormément d'obtenteurs de variétés en Belgique. Il faut savoir que le catalogue fin 1800, début 1900 comptait à peu près 1200 variétés de pommes et 1200 de poires, à la grosse louche. C'est énorme. On était dans ces quantités-là. Parce que la Belgique était vraiment un des leaders au niveau du développement de recherche dans ces nouvelles variétés de pommes et de poires. Et en fait, tu peux le faire demain. Tu vas chercher une pomme bio, de préférence, d'une variété ancienne, donc mettons une Reine Eterno. On va prendre cet exemple-là, qui est une variété de Jean Blou, qui a été sauvée par le centre de recherche de Jean Blou. Tu prends les pépins, tu les sèmes, tu vas avoir ton pommier qui va pousser, tu le laisses faire. Alors, il faut de la patience, il te faudra 10, 15, peut-être 20 ans en fonction. Mais la première pomme que tu auras sera tout à fait différente de ce que tu as semé. Parce que là aussi, c'est une pollinisation croisée. Donc, il faut un papa X, une maman Y. Entre les deux, ça fait comme pour nous, un petit humain qui ne ressemble absolument pas à son... Enfin, ou un peu à son papa ou un peu à sa maman. À rien, mais non. Je ne me serais pas permis. Mais là, ça va être exactement le même cas. On va avoir un petit être vivant au niveau du pommier qui aura un capital génétique propre et donc qui va développer ses propres types de fruits. Un métis. Voilà, c'est ça, une hybride naturelle en fait. Et l'idée, c'est donc de voir si ce fruit est intéressant après tes 15 ans de recherche et d'attente et de patience, et s'il est bon, s'il est résistant à la maladie, si tout se passe bien, il y a effectivement beaucoup de facteurs, si tout se passe bien, eh bien, tu auras créé ta propre variété. Mais ce ne sera pas mon cas parce que ce sera un peu tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, c'est pour bien faire. Voilà, tout à fait. Bon, je pense que le sujet est très vaste, finalement, Michael, parce qu'on pourra encore dire plein de choses. Moi, ce que je propose, c'est quand même qu'on rappelle où on peut te retrouver et où on peut, par exemple, aller te voir à l'œuvre, où on peut aller faire une formation, comment ça se passe. Il y a des conférences aussi que tu donnes. Alors, quel est l'endroit sur la toile où on peut te retrouver ? Tout simplement sur mon tout nouveau site internet qui a été fait, petit clin d'œil par Anaïs qui m'a donné un gros coup de main. Et donc ça s'appelle tout simplement www.michaeldossin.be. Pourquoi tout faire simplement. Chercher différent. Voilà, exactement. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple c'est un peu comme ça qu'on me connaît depuis des années. Donc, c'est ton nom de naissance en tout cas. En tout cas, c'est clair. Donc c'est beaucoup plus facile de te retrouver comme ça. Sinon, on peut te retrouver aussi sur Facebook. Oui, effectivement. On voit aussi des photos. Et puis, pour les formations, on va sur ton site, on regarde, on voit un petit peu. Et puis, pour les cours de permaculture, ce sont des cours qui se donnent de jour, de soir ou comment ça se passe ? Pas de nuit, parce que la terre ne se cultive pas de nuit. Voilà, de nuit, on va éviter, moi non plus, de nuit, ça ne va pas. Je voulais te demander, justement, parce qu'on parle de nuit, et je vois, il y a la lune tout à l'heure. Est-ce que dans la permaculture, on utilise aussi les cycles lunaires et autre chose ou pas ? Oui, on y réfléchit fortement aussi. Là, on est confronté à un problème technique, en tout cas un problème professionnel, c'est que quand on se base sur le calendrier lunaire, idéalement, on doit pouvoir travailler tous les jours au jardin potager.
ce qui n'est pas possible, rien que par rapport à la météo. Si tu as prévu de faire un semis de carottes et qu'il pleut des trombes ce jour-là, ce ne sera pas possible de le faire. Donc, on essaye d'y coller en fonction des différentes philosophies. Il y a d'ailleurs une étudiante que j'ai encadrée cette année qui fait partie de la haute école de la province de Liège, donc à l'Arrêt, qui a fait son travail sur la biodynamie et sur le respect des cycles lunaires au moment des semis. Donc c'était à la fois un semis en jour favorable et un semis en jour complètement défavorable. Ah oui. Et elle a de très chouettes résultats qui vont passer. Donc elle défendra son travail de fin d'études au mois de juin cette année-ci. Et j'espère que non seulement elle réussira, mais qu'elle nous permettra d'avoir accès à son travail, parce qu'elle a compilé pas mal d'informations très intéressantes, et donc ça peut faire avancer le schmilblick, comme on dit. Donc oui, nous on regarde, en tout cas au respect du calendrier lunaire, et puis en fait la biodynamie qui est le cadre global de ces techniques, elle va beaucoup plus loin puisqu'elle va aussi utiliser des poudres de cornes, enfin des cornes enterrées. Donc il y a toute une série de préparats très techniques, c'est pas du tout du... J'entends souvent dire ouais c'est pour des farfelus et des choses comme ça. Non, il y a autre chose, parce que je voulais le citer aussi, quand on connaît un petit peu les travaux de Masaru Emoto, qui est un chercheur japonais qui a travaillé sur l'influence de l'intention sur l'eau. Je vous invite à aller voir ses vidéos sur Internet. Quand tu vois ça, tu vois ces cristallisations en fonction des émotions qui sont données, et qu'on sait que tout sur cette planète est fait d'eau. Et d'énergie aussi. Qu'est-ce qu'on attend pour être dans la bienveillance et de s'envoyer de l'amour plutôt que de s'envoyer de la haine? Je crois qu'à ce niveau-là, tout le monde serait gagnant dans tous les secteurs. Mais ça ne fera pas le bonheur de certains. Ah, ceux qui aiment l'argent, non. Voilà. Mais donc, même là, on a de l'éveil. Hein. Là, on a de l'éveil. J'espère. C'est bien d'avoir les moyens de pouvoir voir venir les choses, on va dire ça comme ça. Mais quand on a les moyens, beaucoup les moyens de les voir venir, à l'heure actuelle, une des meilleures choses que je peux conseiller, c'est de les mettre au service de la cause écologique. Oui. C'est planter des arbres. C'est essentiel. Voilà, exactement. Parce que ça, on ne sera plus là. Oui, tout à fait. Sans planète et sans agriculture... Ça sert à rien. C'est clair. Voilà. Donc je t'ai coupé en fait en te demandant pour voir si on fonctionnait avec les cycles lunaires. Donc pour les cours se donnent de jour ou en soirée, les cours de permaculture? Les cours de permaculture se donnent en règle générale en journée. Alors j'ai des cycles de formation qui se déroulent soit à la ferme de Desniers, soit à Beaurain pour la SBL Les Jardins d'Anaïse. Également un qui va se dérouler au niveau de Bézity dans le Brabant wallon, où l'idée c'est vraiment de transmettre un maximum cette information. Et donc ce sont des cours de jour, soit de week-end, soit le mercredi dans le cas de Bézity. L'idée est de faire ça en journée. Et alors les cours de design, là c'est un peu plus particulier pour le fameux CCP dont je parlais tout à l'heure, ou le PDC. Comme l'idée est vraiment de s'imprégner de l'ambiance de la permaculture, là c'est 5 jours d'affilée pour une première semaine, puis il y a une pause de quelques mois, histoire de digérer un petit peu tout ça et d'intégrer les principes. Et puis il y a une deuxième semaine qui a lieu alors à ce moment-là, et c'est 5 jours qui ne sont pas forcément résidentiels, mais c'est 5 jours d'un horaire de 9h à 17h30, voire 18h de formation. Il faut bien ça. Donc voilà, exactement, oui, il faut bien ça. C'est quand même important, hein, oui. Tout à fait. Super, donc beaucoup de pratiques aussi. Oui, durant ces formations. Exactement, dans la formation potager des 4 saisons que l'on fait à Desniers, puisque le cadre est parfait pour pouvoir accueillir, bien, hein. Voilà, tout à fait. Là, effectivement, le modèle est de faire une demi-journée en théorie et l'autre demi-journée en pratique, où là, on va vraiment dans les zones de culture, que ce soit dans le mandala ou que ce soit dans la partie productive et professionnelle à proprement parler. On met vraiment la main à la pâte, et soit on traduit... La main à la terre, qu'on dit. Ouais, merci. La main à la terre, c'est mieux. Et donc là, soit on a l'opportunité de pouvoir joindre le geste technique qu'on a vu le matin, la connaissance théorique en tout cas. C'est important de faire le geste qu'il faut. Hein. C'est ça. Je crois que la pratique, c'est ce qu'il y a de mieux, évidemment. Tout à fait, pour que ça puisse entrer, s'ancrer. Et donc on taille des tomates, on taille des aubergines. Et je fais ça, je donne ces ateliers-là avec mon ami et confrère Stéphane Mosten, qui est encadrant des maraîchers de la province de Liège, tous les maraîchers bio. Et donc on donne ces cours-là ensemble le samedi, un samedi par mois.
toutes les dates seront bientôt mises à la fois sur mon site internet et à la fois sur celui de la ferme. Oui, tout à fait. Et alors, tous ces légumes que vous cultivez là-bas à la ferme, on peut les trouver où? Alors, on vient les chercher chez vous? On peut les acheter chez vous? Ou alors, il y a des points relais, comme on voit beaucoup maintenant, hein, de paniers qu'on peut commander et qu'on livre dans un point relais, parce que tout le monde ne sait pas se déplacer là-bas. Tout à fait. En même temps. Alors, nous, pour l'instant, on a opté pour une vente à la ferme qui se fait en direct. C'était les mercredis et samedis l'année passée. Cette année, on va un petit peu modifier la formule, puisqu'on voit bien qu'effectivement, c'est pas toujours facile pour les gens de pouvoir se déplacer jusqu'à chez nous. Donc, on gardera un jour de vente à la ferme et on réalisera également un marché dans un village qui me tient à cœur, puisque c'est dans le village de Crêpes. C'est un scoop, ça, hein, il n'y a encore rien d'officiel. Mais effectivement, on devrait relancer probablement fin avril, début mai, un marché saisonnier des produits de la ferme de Desniers à ce moment-là. Et puis alors, on peut aussi retrouver également une partie de nos produits chez Biofine, le magasin Entreteux et Spa. Et également dans les restaurateurs chez les restaurateurs avec lesquels on travaille. Dans les restaurants des restaurateurs. Voilà, tout à fait. Avec Olivier, que j'ai déjà cité tout à l'heure, l'Estellerie Lafargue, et Xavier Fisset à l'Eau de Source, un petit resto super sympa au centre de Spa, je vous le conseille vraiment. Mais réservé, parce qu'il est déjà victime de son succès. Bah oui, il travaille avec mes produits. Bah voilà, c'est ça, avec des vrais légumes qui ont un vrai goût, un bon vieux goût d'antan. Oui. Parce que c'est vrai qu'on revoit, je ne sais pas si c'est le cas chez toi, mais on revoit, je dépasse l'heure, mais c'est pas grave, on revoit tous ces légumes d'antan qui reviennent beaucoup. Voilà, ce sont des légumes qu'on avait presque oubliés et qui en fait calent bien hein, quand on réfléchit. Oui, exactement. Et ça fait partie de l'alimentation que nous devons avoir toute cette diversité dans la gamme de légumes. C'est vrai qu'on retrouve très fort le panais, le topinambour maintenant, même le céleri rave qui était un peu tombé en désuétude. On voit qu'il recommence depuis quelques années à reprendre du poil de la bête. Il y a les rutabagas. Des céleri rave, c'est bon. Oui, oui. Et le panais juste braisé à l'huile d'olive, c'est une tuerie aussi. Vraiment, ouais. Mais il faut encore avoir de l'huile d'olive aussi bien bio. Hein. Oui, ça c'est plus compliqué. De la bonne. Voilà, en tout cas, Michaël Dessin, merci beaucoup. La permaculture, encore plein de choses à dire. En tout cas, si vous qui nous écoutez, vous avez envie de vous former et d'en savoir plus et d'avoir des conseils, eh bien, le site michaeldessin.be. Voilà, exactement. la page Facebook. De toute façon, on tape ton nom, on tombe sur toi. Oui, ça maintenant. Permaculture. Ouais. Hein, voilà. Alors, justement, petite dernière parenthèse. Oui, on évite de taper mon nom sur Google. On choisit un moteur de recherche écologique comme Ecosia ou Lilo qui vont vous permettre de financer des projets au travers vos recherches. Projets soit de plantation d'arbres, soit des projets philosophiques ou d'accompagnement d'ONG, d'ASBL, peu importe. Mais plutôt que d'utiliser ce conventionnel qui va remplir la poche des mêmes actionnaires, utilisons d'autres petites. Alors c'est pas parfait encore une fois, mais c'est un petit geste, c'est une petite goutte d'eau qu'on peut ajouter à la fable du colibri et faire en sorte que chacun fasse sa part un petit peu partout sur cette planète. Alors comme disait l'autre, un petit geste pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Oui, exactement. Voilà. Et ce sont les petites gouttes d'eau qui font les grandes rivières aussi. Exactement. Merci beaucoup Michaël Dessin, à très bientôt et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.